palliatif. Et Marianne a largement... Excusez-moi, je ne sais pas si je dois recommencer. Non, ça va. Donc, Marianne a largement contribué à l'avancement des soins palliatifs en Belgique et elle continue à le faire. Elle n'y a pas seulement contribué au travers de l'étude PICT qu'elle a dirigée avec une équipe de recherche, mais au travers de bien d'autres projets qu'elle continue d'ailleurs à mener en tant que présidente de la fédération. Alors Marianne est aussi clinicienne, comme Laurent Knops l'a dit, au sein de l'unité de soins continus et des services afférents aux cliniques universitaires Saint-Luc. Marianne va nous parler de l'insuffisance cardiaque et c'est vrai que en général, les thèmes qu'on traite en soins palliatifs ont trait à l'oncologie. On sait qu'actuellement, bien sûr, les soins palliatifs sont consacrés tout autant aux patients atteints d'affections non cancéreuses, d'où cet éclairage très intéressant. Et je voudrais encore signaler, dernière petite remarque, que le 15e chapitre de Palliaguide sur l'insuffisance cardiaque chronique est en ligne depuis hier. Donc, c'est une avant-première. Donc, palliaguide.be, il suffit de taper sur Google. Mais merci beaucoup Dominique pour cette publicité. Alors effectivement, certains d'entre vous vont se demander, tiens, ça c'est bizarre, on a choisi de parler de l'insuffisance cardiaque dans ce symposium consacré aux soins palliatifs. En plus, on a consacré un chapitre à ça. Eh bien, je leur répondrai tout simplement, c'est parce qu'il y a énormément de défis à relever si on veut faire des soins palliatifs de qualité chez ces patients insuffisants cardiaques. Et vous allez vous en rendre compte au cours de cet exposé. Alors, la toute première chose, il y a des défis sur le plan plus épidémiologique. Alors, le premier défi, c'est le nombre de patients auxquels on est confronté. On n'a pas l'habitude de se rendre compte de ça, mais 200 000 Belges sont atteints d'insuffisance cardiaque. Ça représente 1 à 2 % de la population adulte et ça représente plus de 15 % de la population des plus de 75 ans. C'est énorme. 15 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Et si on regarde ce qui va se passer en 2040, eh bien, cette incidence va doubler. Donc, on s'attend à un grand nombre de patients atteints d'insuffisance cardiaque. Alors, l'insuffisance cardiaque est une maladie... Excusez-moi, j'ai pas retiré mon masque et ce sera peut-être plus clair comme ça. J'ai tellement l'habitude de le garder. Alors, l'insuffisance cardiaque est une maladie fréquente, mais c'est aussi une maladie extrêmement grave. C'est une maladie mortelle. Et elle est mortelle à un point dont on ne se rend pas toujours compte, c'est bien de s'en rappeler. 25 % des décès vont survenir dans l'année suivant le diagnostic. Alors ce diagnostic, il est vrai, est souvent posé tardivement et souvent posé à l'hôpital. Donc les 25 %, c'est des diagnostics qui sont posés en milieu hospitalier chez des patients qui sont déjà atteints d'une insuffisance cardiaque grave. On considère que la survie chez un homme, la survie à 5 ans, est de 25 %. C'est pas beaucoup quand on pense au cancer. Hein. Ça veut dire que l'insuffisance cardiaque tue plus que le cancer du sein chez la femme et tue plus, par exemple, que le cancer de la prostate chez l'homme. Et donc, 25 % de survie à 5 ans chez l'homme, 38 % de survie à 5 ans chez la femme. Et on considère que parmi les patients insuffisants cardiaques qui sont à un stade qu'on appelle NIA 4, donc des patients qui ont des grosses dyspnées au moindre effort, voire au repos, eh bien parmi ces patients-là, 50 % seront décédés dans l'année. Alors, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie grave, c'est également une maladie qui va profondément altérer la qualité de vie de ces patients. On parle toujours des symptômes chez les patients cancéreux, mais les patients insuffisants cardiaques ne sont pas gâtés, eux non plus, et ils vont présenter des symptômes qui sont au moins aussi intenses que certains patients qui souffrent d'un cancer, sinon plus intenses. Et je pense par exemple à des symptômes comme la fatigue. Ces gens sont extrêmement fatigués, comme la dyspnée bien sûr, comme bien sûr l'œdème, mais aussi la douleur, l'insomnie, l'anxiété, des nausées chez les insuffisances cardiaques très avancées, bien sûr de la constipation, du délirium aussi. Ça, ce sont tous des symptômes qu'on va voir régulièrement chez ces patients. Et ça va les conduire en hospitalisation très fréquemment durant leurs 6 derniers mois de vie, des hospitalisations qu'ils ne recherchent pas toujours.
ce sont des patients qui sont aussi en déclin fonctionnel sévère et donc qui vont être en dépendance majeure pour leurs activités de la vie quotidienne. Ils vont se retrouver isolés socialement, comme les patients cancéreux en fin de vie, et dans un état de souffrance globale qui va souvent également atteindre souvent atteindre leurs proches. Alors, dans tout ce lot de mauvaises nouvelles, une petite bonne nouvelle, c'est que si on introduit des soins palliatifs, on va gagner quelque chose. Il y a suffisamment d'études maintenant qui nous le démontrent. On va avoir un meilleur soulagement des symptômes si on est attentif à introduire à temps des soins palliatifs chez ces patients, et notamment de la dyspnée, de la douleur, de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie. On va avoir une diminution de ce fameux nombre d'hospitalisations qui arrivent sur les 6 derniers mois de vie de ces patients. Et on va également être plus en accord, et ça fait écho aux 2 premiers intervenants, à Nicole qui nous a parlé du PIC, d'une identification précoce de ces patients, et André Meert qui nous a parlé de l'ACP, à condition qu'on ait identifié ces patients et qu'on ait pu s'asseoir et qu'on ait pu parler avec eux, eh bien on va être beaucoup plus en accord avec le projet de soins que ces patients demandent, et on va notamment voir qu'il y a beaucoup moins de ventilations mécaniques qui sont débutées chez ces malades et beaucoup moins d'implantation de défibrillateurs également. Bon, ça a conduit les sociétés scientifiques de cardiologie américaines et européennes à dire il est évident, il faut introduire d'une façon précoce des soins palliatifs chez ces patients. Bonne nouvelle, moins bonne quand on commence à regarder les chiffres de quelques études qui sont publiées dans la littérature. Je vous en ai repris 2 ici à titre vraiment d'exemple. Une conduite en Angleterre qui nous dit finalement il y a 7% seulement des patients décédés d'une insuffisance cardiaque qui vont bénéficier de soins palliatifs, alors qu'on considère qu'il y en a 48% pour les patients cancéreux. Donc, ces patients ne sont pas identifiés, ne sont pas pris en charge. Et une autre étude aux États-Unis qui dit finalement, dans ce fameux programme de hospice care aux États-Unis, eh bien, il n'y a que 6% de patients atteints d'une insuffisance cardiaque avancée qui ont accès à ce type de programme. Et je n'ai pas de chiffres belges, mais la situation est probablement assez comparable chez nous. Pourquoi ? On n'aura pas beaucoup le temps de s'appesantir là-dessus, mais il y a probablement toute une série de réponses à cette question de pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces patients-là suffisamment tôt en charge. Une des pistes, en tout cas, c'est les représentations sociales et fausses croyances qui sont véhiculées et à propos de l'insuffisance cardiaque et à propos des soins palliatifs. Alors, j'ai repris ici un sondage assez amusant qui a été fait au Canada, je pense, en 2016, auprès d'à peu près 2000 personnes interrogées. Eh bien, on se rend compte que dans la population, plus d'une personne sur 5 pense que l'insuffisance cardiaque, c'est tout simplement un vieillissement du cœur. Et donc, rien d'alarmant là-dedans. Une personne sur 2 va jusqu'à croire qu'on pourrait guérir d'une insuffisance cardiaque. Et 3 sur 4 se disent il est possible de vivre normalement avec une insuffisance cardiaque. Et donc l'insuffisance cardiaque, finalement, ne fait pas tellement peur en tant que telle, sauf bien sûr quand on commence à en être atteint. Quant aux soins palliatifs, ce n'est pas la peine de vous rappeler qu'on se bat en permanence pour dire qu'ils ne sont pas réservés aux mourants, qu'ils n'obligent pas l'arrêt de tous les traitements curatifs et qu'ils ne sont pas réservés à des patients cancéreux. Et pourtant, c'est encore des fausses croyances qui probablement nuisent à la prise en charge de ces patients insuffisants cardiaques. Un deuxième point qui fait que c'est extrêmement probablement difficile de prendre ces patients-là en charge, c'est l'évolution extrêmement imprévisible et incertaine de ces patients. La maladie cardiaque, l'insuffisance cardiaque est composée de plusieurs phases. Alors dans une première phase, il y a une atteinte structurelle, une atteinte fonctionnelle du cœur, mais il n'y a pas de symptômes. Le patient vit avec, ne se rend compte de rien. Jusqu'au moment où il va présenter des premiers symptômes qui sont alarmants, avec une dyspnée, une fatigue, éventuellement de l'œdème au niveau périphérique. Et à ce moment-là, il va consulter, on va avoir un diagnostic qui va être posé, un traitement qui va être entrepris, et un patient qui va très bien récupérer dans la majorité des cas. Il va récupérer sa situation fonctionnelle telle qu'il l'avait avant qu'on ne pose le diagnostic et pouvoir reprendre ses activités sociales, professionnelles comme avant pour une période plus ou moins longue qui va dépendre d'un individu à l'autre.
jusqu'au moment où le cœur aura donné ce qu'il a pu et où le traitement ne va plus suffire. Et on va à nouveau, à ce moment-là, le patient va de nouveau se représenter avec les mêmes symptômes que ceux avec lesquels il s'était présenté initialement au moment du diagnostic. Et à ce moment-là, on va rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la phase avancée de la maladie, avec un déclin fonctionnel progressif du patient, avec des épisodes de décompensation aiguë, dont certains pourraient être mortels, impossible de le savoir, si ce n'est laisser le temps passer et voir si le patient va récupérer ou pas, pour finalement conduire ce patient, sauf si on parle d'un support technique extérieur au cœur, voire d'une greffe cardiaque. À ce moment-là, on retourne initialement à un projet beaucoup plus curatif, mais si à ce moment-là, on entame des soins palliatifs, on va à ce moment-là vraiment toucher à la phase terminale de l'insuffisance cardiaque, qui elle aussi va être plus ou moins longue d'une personne à l'autre. Sans oublier les décès imprévisibles, les décès brutaux qui peuvent survenir tout au long de la maladie cardiaque, soit d'un trouble du rythme, et heureusement ils sont moindres depuis l'implantation des défibrillateurs, mais également de toutes les autres pathologies dont ces patients sont atteints. Ce sont souvent des patients qui sont des patients coronaires, qui sont des patients diabétiques, qui peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, toutes ces pathologies-là peuvent également, à tout moment, entraîner un décès brutal du patient. Alors, excusez-moi, j'étais un peu vite. Que faire pour repérer ces patients? Eh bien, peut-être penser à l'outil PICT dont on a parlé en début de symposium. En tout cas, les grosses sociétés scientifiques américaines et européennes proposent toute une série d'éléments. On ne peut pas dire qu'il y a un élément qui va nous permettre de repérer le patient insuffisant cardiaque avancé pour dire c'est le moment de s'asseoir avec lui et de discuter de son avenir. Mais il y a toute une série d'éléments qui devraient nous mettre un peu la puce à l'oreille. Bien sûr, tous les symptômes sévères persistants malgré un traitement optimal, ce qu'on appelle les patients de stade D dans la classification du HHA. Mais aussi des hospitalisations et des passages répétés par le service d'urgence. Ça doit nous interpeller et dire, tiens, ça fait 2 fois qu'il se présente aux urgences, là, en 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Une dégradation de la fonction rénale, un traitement de fond qui devient impossible à maintenir parce qu'on essaye de l'adapter et puis le patient, il commence à présenter de l'hypotension, il développe une insuffisance rénale, on est un petit peu dans un cercle vicieux où on n'en sort plus. Bien sûr, tous les épisodes de surcharge corporelle qui vont demander une intensification des diurétiques à des posologies de plus en plus élevées et finalement également une cachexie, une perte d'autonomie. Et c'est l'ensemble finalement de ce tableau qui va nous faire dire maintenant il est temps qu'on s'assoie et qu'on discute. Alors j'ai parlé là plutôt des défis, je dirais, de l'ordre de l'épidémiologie. Il y a aussi des défis thérapeutiques à relever chez ces patients-là. Et un des gros défis thérapeutiques pour les équipes soignantes, ça va être de déprescrire. On n'a pas l'habitude, comme médecin, de déprescrire. On a l'habitude de prendre son carnet d'ordonnances et de prescrire. Et on ne regarde pas toute la liste de médicaments qui s'allonge et qu'à un moment donné, il faut trier. Et on voit bien dans notre pratique courante que généralement, c'est au moment où on parle d'un transfert en soins palliatifs ou d'un appel d'une équipe de soins palliatifs qu'on commence à prendre la liste et à tout barrer. Mais il y a probablement moyen de faire les choses d'une façon beaucoup plus progressive, en réfléchissant tout au long, en tout cas, de l'évolution de la maladie cardiaque, que faire de ces médicaments. Alors, vous n'allez pas avoir un guideline qui vous dit on déprescrit de cette manière-là, mais il y a des grands principes qu'il va falloir suivre. Et le premier grand principe, ça va être celui d'évaluer la balance bénéfice-risque de chaque médicament que le patient a. C'est des choses qu'on fait intuitivement, bien sûr, mais c'est bien de s'en rappeler d'un point de vue théorique aussi. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer cette balance bénéfice-risque? La première chose, c'est se dire, tiens, il était par exemple sous fraxiparine. Au fond, pourquoi il était sous fraxiparine? Est-ce que c'est un vieux traitement à l'époque où il était à l'hôpital, où on avait mis une fraxie préventive parce qu'il avait été immobilisé, qui est toujours continué et qu'on a poursuivi peut-être à tort, il sera facile de l'interrompre? Est-ce que c'est un malade qui a une fibrillation auriculaire et qui pourrait faire un accident vasculaire cérébral? Combien de temps est-ce qu'il lui reste encore à vivre? Est-ce que le risque hémorragique qu'il a va me permettre éventuellement d'enlever ou pas cette fraxiparine
tout en maîtrisant, tant bien que mal, le risque d'accident vasculaire cérébral. Et donc, première chose, s'assurer de l'indication du médicament et vérifier dans quel but thérapeutique il était prescrit. Est-ce que c'est une prévention primaire, mafraxiparine? Est-ce que c'est une prévention secondaire? Est-ce que c'est un traitement d'une embolie? Est-ce que cette embolie était récente? Ensuite, analyser les bénéfices du médicament, mais pas simplement les regarder comme ça, se dire je les analyse en me posant la question du pronostic de vie de ce patient. Et est-ce qu'en fonction du pronostic de vie de ce patient, le bénéfice qu'ils vont tirer est raisonnable et réaliste? Je prends pour illustrer ça tout simplement l'exemple des statines. Alors, je ne sais pas combien de patients encore en Belgique meurent avec une statine. Je ne sais pas combien de patients dont le pronostic de vie est inférieur à 3 mois, donc sont adressés à des équipes mobiles de soins palliatifs, ont encore une statine, là où en réalité la statine peut être arrêtée depuis au moins 1 an plus tôt. Et donc vraiment réfléchir à comment réduire cette liste en fonction de médicaments, en fonction de l'espérance de vie du patient et bien sûr du projet de soins. Est-ce que je suis encore en train avec mon malade de viser une prolongation de la vie et une qualité de vie, ou est-ce que je ne vise plus qu'une qualité de vie? Est-ce que mon médicament va aider sur cette qualité de vie ou pas? S'il n'aide pas, il sera supprimé si en accord avec le patient, le projet de soins vise uniquement à soulager les symptômes. Par contre, si il vise, et j'y reviendrai tout à l'heure pour les 3 médicaments de base pour l'insuffisance cardiaque, à soulager un symptôme et prolonger la vie, il va falloir voir si on arriverait à soulager le symptôme autrement qu'avec le médicament qui également prolonge la vie du patient. Il faudra bien sûr examiner les risques inhérents à la poursuite du médicament, ça va de soi aussi, regarder la toxicité, les effets indésirables que le patient a, mais aussi anticiper un petit peu en se disant, tiens, dans le cas d'une insuffisance cardiaque, il va probablement développer une insuffisance rénale. Que va entraîner cette insuffisance rénale sur les médicaments qui sont en cours? Est-ce que finalement, je ne vais pas devenir plus toxique que bénéfique en maintenant certains médicaments? Donc il faut élargir un petit peu son champ de vision à une anticipation sur ce qui va arriver. Bien sûr aussi tenir compte du risque de sevrage et d'un effet ribond. C'est par exemple le cas d'un bêta-bloquant qu'on va arrêter. Est-ce qu'on va l'arrêter brutalement ou est-ce qu'on va l'arrêter très progressivement? Donc, premier grand principe, évaluer la balance bénéfice-risque. Deuxième grand principe, impliquer le patient et les proches. Et ça ne vous étonnera pas après tout ce qui vient d'être dit au cours de cette matinée. Et ça va être particulièrement important d'informer, d'expliquer pourquoi on va déprescrire ces médicaments, parce que le patient il peut tout à fait redouter, se sentir en insécurité, se sentir abandonné, avoir l'impression qu'il n'est plus rien, lui auprès duquel on avait insisté à plusieurs reprises sur l'intérêt des médicaments et sur l'importance qu'ils les prennent régulièrement. Tout d'un coup, on lui dit « vous êtes en soins palliatifs et vous ne devez plus le prendre ». Il faut donner des explications. C'est important, il faut rassurer. Et bien sûr, toujours tenir compte de ses valeurs et de ses préférences. Et je prendrai tout simplement à titre d'exemple, parce qu'elle me vient en tête comme ça, c'est ces fameux contrôles chez ces patients insuffisants cardiaques qui sont diabétiques aussi, ces contrôles de glycémie où tout d'un coup, on va être beaucoup plus laxiste dans notre tolérance par rapport à la glycémie et le patient qui se dit « mais non, je ne suis plus rien, je ne représente plus rien, on s'en fout de moi ». Il faut vraiment tenir compte, si pour lui ça reste important de contrôler. Je prendrai un autre exemple peut-être qui m'a l'air plus parlant dans l'insuffisance cardiaque, c'est le régime sans sel éventuellement, ou l'éventuelle restriction hydrique dont on n'aurait pas parlé aux patients, ou les éventuels contrôles ioniques qu'on ferait. Eh bien, il faut pouvoir expliquer aux patients pourquoi ça prend moins d'importance à un moment où la maladie avance. Et bien sûr, communiquer la décision à tous les professionnels de la santé concernés, ne pas faire ça dans un dialogue singulier uniquement avec le patient. Il faut que tout le monde ait compris ce qu'on est en train de faire et pourquoi on est en train de déprescrire doucement l'un ou l'autre médicament. Alors, si on revient à la déprescription, par rapport vraiment aux médicaments qui sont la pierre angulaire de l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas vraiment de guideline, mais il y a quand même des petites choses à savoir. La première chose, c'est, vous voyez que tous ces médicaments en dehors de la spironolactone sont des médicaments qui vont agir sur la qualité de vie du patient. Et ce sont des médicaments, que ce soit les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les bêta-bloquants, qui vont permettre aussi de soulager les symptômes du patient. Et donc, ils vont permettre d'augmenter sa survie, mais aussi de les soulager. Et donc,
dans un bien faire de vouloir diminuer le nombre de médicaments, ce ne sont probablement pas les premiers médicaments à supprimer et certainement pas les IEC. En général, ce qui va se passer, c'est qu'on va en premier lieu interrompre les antagonistes de l'aldostérone comme la spironolactone si le patient en a encore, en tout cas certainement dans une phase avancée de la maladie et si on a apparition par exemple de symptômes gênants liés à une hypotension. À l'opposé, on va essayer de maintenir le plus tard possible les IEC ou les sartans si le patient a été placé sous sartan. Et on va essayer, quand le patient présente des symptômes d'hypotension, par exemple symptomatiques, de plutôt réduire la dose que d'arrêter complètement le médicament. Quant aux bêta-bloquants, ils se retrouvent un peu situés entre les deux, mais en tout cas, ils ont certainement leur intérêt à titre symptomatique chez des patients qui, par exemple, sont dans une situation de fibrillation auriculaire ou d'un angor actif. Ça peut les aider d'un point de vue symptomatique. Un deuxième enjeu, un deuxième défi thérapeutique va être celui de la manipulation des diurétiques. Ce sont des médicaments qui en général vont être maintenus jusque quasiment, pour autant que le patient soit symptomatique bien sûr, jusqu'au bout de la vie, jusqu'au décès. Et donc ce sont pas des médicaments, ce sont des médicaments avec lesquels beaucoup d'insuffisants cardiaques vont mourir. Ça ne va pas leur prolonger la vie. Il n'y a pas du tout, vous ne trouverez aucune étude qui montre que l'utilisation d'un diurétique chez un insuffisant cardiaque va prolonger sa survie. En revanche, va améliorer inévitablement ses symptômes, la dyspnée, la surcharge, l'état fonctionnel, la qualité de vie, va réduire le nombre d'hospitalisations aussi de ces malades, et donc on va avoir un gain sur la qualité de vie surtout. On ne va pas refaire un cours sur l'utilisation des diurétiques dans l'insuffisance cardiaque, mais il faut savoir simplement que quand le patient est en lourde décompensation, ça vaut la peine de se poser la question de la voie parentérale, et si on est à domicile, savoir que la voie sous-cutanée est utilisable du furosémide, et se dire aussi que parfois, rajouter un nouveau médicament potentialisé par un thiazide, par exemple, comme la chlorthalidone, ça peut aider certains patients qui commencent à devenir résistants aux diurétiques de Lens. Alors j'ai mis cette photo parce que elle montre comme le patient insuffisant cardiaque peut ne pas être conscient de ce qui va lui arriver et l'importance de s'arrêter avec ce malade pour lui dire il y a un danger qui vous guette. Qu'est-ce qu'on va faire si ce danger arrive ? Alors ce danger, c'est quoi ? C'est tous les épisodes de décompensation, c'est les arrêts cardiaques, donc il va falloir discuter avec ce patient, non seulement du lieu où il veut être soigné sur sa fin de vie, mais également du type de soins qu'il va vouloir, s'il veut revenir à l'hôpital. Est-ce qu'il va revenir vers une unité de cardiologie, voire une unité de soins intensifs, ou est-ce qu'il souhaite plutôt peut-être ne pas mourir à la maison si c'est son désir, mais être orienté vers une structure de soins palliatifs. Et ça, c'est vraiment le travail de toute une équipe, autant des équipes de première ligne, des médecins généralistes à la maison, que des cardiologues, voire des équipes mobiles de soins palliatifs qui peuvent se déplacer au lit des patients. Et un des points importants qu'il faudra aborder dans cette discussion, c'est oser aborder la question de la désactivation de la fonction de défibrillation. On met de plus en plus de défibrillateurs en place et ces défibrillateurs vont choquer le patient en fin de vie, dans 20% des cas, entraînant des chocs douloureux, entraînant des chocs de l'anxiété. Et donc, ça n'est pas difficile d'enlever uniquement la fonction de défibrillation en gardant la fonction PACE en place puisqu'elle contribue à la qualité de vie du patient. Mais c'est quelque chose qu'il faut aborder avec le patient parce que attendre qu'il soit durant ces derniers jours de vie pour en parler, on est trop tard et la famille ne comprend pas. Voilà, je vais m'arrêter sur cette diapositive-ci qui remet simplement un petit peu les idées en place et qui nous dit simplement que si on veut administrer des soins palliatifs dans de bonnes conditions, il faut essayer, comme pour toutes les autres pathologies incurables, comme on vous l'a dit plusieurs fois au cours de cette matinée, il faut essayer de les introduire le plus tôt possible. Ils peuvent être administrés seuls, bien sûr, ou en association avec des traitements qui prolongent encore la vie. Et que ça va être discuté en fonction du pronostic vital et des souhaits du patient. Ils vont reposer sur des manœuvres et des mesures pharmacologiques, mais aussi
et c'est important, sur un échange soutenu, continu, progressif avec le patient et l'entourage sur l'objectif de soins en cours et à venir. Il faut prendre le temps d'anticiper ce qui va arriver parce qu'il y aura des complications inévitablement. Et surtout, il faut qu'on apprenne encore plus qu'aujourd'hui à collaborer entre l'hôpital, le domicile et entre toutes les équipes de soins concernées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marianne.